Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h45, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur studiokalita.com, une revue que nous commencerons par ce titre dont nous avons déjà parlé avec Amir Weitman, la réunion hier des militants du Likoud à l'occasion de la nouvelle année de Rosh Hashanah, de l'approche de Rosh Hashanah pour un toast solennel porté par Binyamin Netanyahou. Et en guise de toast, eh bien, on peut dire que d'une certaine manière, le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'est lancé dans une attaque en règle contre l'ensemble de la presse, on va dire la majorité de la presse et des médias israéliens, ainsi que contre l'intendant de la résidence du Premier ministre Méni Naftali. Binyamin Netanyahou s'est exprimé donc devant près de 3000 militants et responsables du Likoud réunis à l'occasion de Rosh Hashanah. Ce rassemblement, soulignent les médias, s'est déroulé hier soir parce que le Premier ministre part dans quelques jours en Amérique latine et ensuite aux États-Unis et qu'il ne rentre que à la veille de Rosh Hashanah. Certains commentateurs estiment que ce rassemblement a avant tout été une sorte de démonstration de force du Likoud qui entend continuer à mobiliser les militants afin qu'ils fassent front pour protéger un Binyamin Netanyahou qui, on le sait, est sur la sellette autour de ses affaires judiciaires. Les journaux soulignent qu'après avoir souhaité Shana Tova hier aux militants Likoud, mais aussi à l'ensemble des habitants d'Israël, M. Netanyahou a d'abord vanté les mérites de l'État d'Israël dans différents domaines comme le domaine sécuritaire et le domaine économique et culturel, mais il a également lancé aux militants réunis hier dans la grande salle de Airport City que la presse et les médias israéliens ne donnaient malheureusement, selon lui, aucune résonance à ces succès de l'État d'Israël, et ce pour une simple raison, et bien parce qu'il préfère présenter Israël comme un État isolé, mettre l'accent sur les problèmes que rencontre l'État d'Israël plutôt que sur ses grandes réalisations. Ainsi, ces médias entendent faire chuter notre gouvernement après avoir échoué à le faire chuter dans les urnes, a affirmé Binyamin Netanyahou. Selon le titre du Haaretz de ce matin, pour M. Netanyahou, l'objectif de cette presse, on peut parler lorsqu'il parle de la presse, on parle en particulier du Yediot Aharonot, mais aussi du Haaretz, l'objectif de cette presse est de parvenir à arracher une inculpation du Premier ministre dans les affaires le concernant. Binyamin Netanyahou a affirmé que cette même presse ne cessait de choyer Méni Naftali, l'ancien intendant de la résidence du Premier ministre, uniquement parce qu'il avait décidé de faire campagne contre Binyamin et Sarah Netanyahou. Et cette presse accuse Binyamin Netanyahou, fait totalement abstraction des soupçons de délinquance qui pèsent sur ce même Méni Naftali, comme par exemple des soupçons de harcèlement sexuel. Bref, M. Netanyahou a martelé ce qu'il a appelé la vérité, sa vérité, pendant près d'une demi-heure devant un public, il faut l'avouer, conquis, qui avait préparé des pancartes sur lesquelles on pouvait lire des critiques sur la presse et des louanges sur le Premier ministre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je citais cet éditorial de Ben-Dror Yemini. Ben-Dror Yemini, qui est éditorialiste au Yediot Aharonot, écrit ce matin: Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous faire une proposition sérieuse. Laissez de côté la presse. Elle est certes gênante, embarrassante, elle exagère parfois, elle vous énerve, mais ce n'est pas l'ennemi. Plutôt faites votre examen de conscience et ne vous laissez pas séduire par les applaudissements de vos militants. Des dizaines et des centaines de milliers d'Israéliens qui ne sont pas des gens de gauche vous regardent et se posent des questions sur votre comportement, écrit ce matin Ben-Dror Yemini dans le Yediot Aharonot. Les quotidiens et les sites d'information publient ce matin les réactions de l'opposition à ce discours. Naftali lui-même a réagi. Le Premier ministre est paniqué. Ce n'est pas l'Iran qui le met sous pression, c'est moi, a dit dans une forme de modestie à peine dissimulée Méni Naftali, donc celui qui était l'intendant de la résidence du Premier ministre. Quant au président du camp sioniste, Avi Gabay, il a affirmé: Binyamin Netanyahou n'a pas parlé dans son discours des problèmes des handicapés, de la rentrée des classes ou de la crise du logement. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est la presse et encore la presse. C'est l'unité au sein de la nation qui remplacera Binyamin Netanyahou, a déclaré Avi Gabay hier soir.
Les sites d'information indiquent que le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé durant la nuit le mandat des forces de la FINUL stationnées au sud Liban et il précise qu'à la demande d'Israël et avec le soutien des États-Unis, ce mandat a été élargi. Ainsi, les soldats de cette force de l'ONU pourront désormais patrouiller dans des villages chiites du sud Liban et vérifier si le Hezbollah n'y cache pas des armes illégalement. La FINUL pourra également disposer de plus de moyens pour veiller au respect de la résolution 1701 qui avait été votée à la fin de la Seconde Guerre du Liban en 2006 et qui interdit au Hezbollah de se déployer le long de la frontière israélo-libanaise. Au cours des discussions qui ont précédé donc ce débat de la nuit dernière devant le Conseil de sécurité, Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, a affirmé que l'Iran se moquait ouvertement des efforts entrepris par le Conseil de sécurité pour empêcher le Hezbollah d'agir au sud Liban. Fin de citation. Dans ce contexte, le site NRG annonce que de manière tout à fait inhabituelle, le Hezbollah et Daesh ont signé un accord qui permet en tout cas à l'État islamiste de faire évacuer ses forces de la frontière est du Liban vers la Syrie. Pour exprimer sa colère et son opposition à un tel accord, l'administration Trump a bombardé la nuit dernière un convoi de Daesh qui justement évacuait ses forces de la frontière libanaise vers la région de Dir Az-Zour en Syrie, non loin de la frontière irakienne. Mais ce n'est pas tout. Le Maariv et d'autres sites également insistent ce matin dans leur page d'ouverture sur la déclaration très ferme, ou plutôt même sur la menace lancée hier par Nikki Haley, donc l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, dans un autre domaine. Si le Conseil des droits de l'homme de l'ONU publie la petite liste qu'il a rédigée récemment, rassemblant les commerces et entreprises internationales qui travaillent avec des entreprises installées en Judée et Samarie, nous prendrons des mesures contre le Conseil des droits de l'homme jusqu'à retirer l'intégralité du budget de fonctionnement que nous finançons, a déclaré Nikki Haley sur un ton extrêmement ferme. Le Conseil des droits de l'homme avait récemment annoncé son intention de publier une telle liste. Le Haaretz, lui, cite ce matin le conseiller spécial du président Trump pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt, qui est toujours dans la région et qui a affirmé hier que l'autorité palestinienne devait reprendre le contrôle dans la bande de Gaza. L'autorité doit se substituer au Hamas qui a échoué dans sa gestion des affaires dans la bande de Gaza, dit Jason Greenblatt. Ceci étant, le Haaretz souligne qu'à Washington, de plus en plus de critiques s'élèvent contre le refus de l'administration Trump de reconnaître le principe de 2 États pour 2 peuples. Lior Dotan, qui, je vous le rappelle, a démissionné la semaine dernière de sa fonction de coordinateur de l'action du gouvernement pour la restitution des corps d'Adar Goldin et Doron Shaul, a déclaré hier que le débat public autour du prix à payer pour rapatrier les corps des 2 soldats profitait au Hamas, qui ne cesse de faire grimper ses exigences. Le site d'information et les sites d'information en général et les journaux soulignent qu'Antonio Guterres a terminé hier sa visite en Israël par un discours prononcé au musée de la diaspora à Tel Aviv, un discours dans lequel il a affirmé qu'il était persuadé que la solution à 2 États était la seule envisageable. Dans le cadre de ce passage au Beit Hatfutsot, le secrétaire général, qui fut également Premier ministre du Portugal, a visité une exposition sur la contribution des Juifs portugais au développement de ce pays jusqu'à leur expulsion au milieu du XVIe siècle. Auparavant, Antonio Guterres avait survolé l'ensemble de l'État d'Israël, puis s'était rendu en matinée en bordure de la bande de Gaza où il avait visité avec le général Aviv Kochavi un tunnel offensif du Hamas et rencontré des habitants israéliens des localités juives du pourtour de la bande de Gaza. Le Israël Hayom consacre aujourd'hui, à la veille de la rentrée des classes, sa manchette aux élèves israéliens surdoués. Combien y en a-t-il en Israël ? Dans quelle ville on recense le plus de surdoués ? Le journal répond à ces questions. Il y a, sachez-le très exactement, 15 429 surdoués en Israël et les villes qui comptent le plus de surdoués sont Ramat HaSharon et Givat Shmuel dans le centre du pays. Et dans sa page éditoriale, le Israël Hayom donne la parole à Nourit Tirosh qui fut la députée et également directrice générale du ministère israélien de l'Éducation nationale. Dans cet éditorial, elle appelle les enseignants, je cite, à se donner corps et âme pour leurs élèves. Et le Israël Hayom n'est pas le seul à consacrer sa manchette à cette rentrée. Le Yediot Aharonot, son rival, on va dire, médiatique, en fait de même ce matin sur toute sa première page. Il nous montre une photo d'Itamar Yedhi qui entre en Kita Aleph, en cours préparatoire, et que l'on voit sur les épaules de son père, le célèbre général Tamir Yedhi, qui est commandant de la défense passive dans Tsahal. Le Yediot Aharonot nous indique qu'il y aura 161 374 enfants qui entameront demain leur scolarité et entreront en Kita Aleph.
Nous serons tout à l'heure en ligne avec Myriam Peretz, dont la fille entre en Kita Aleph demain, et nous serons en ligne avec elle dans quelques instants. Et puis nous terminerons cette revue de la presse et des médias par les quotidiens et les suppléments sportifs qui annoncent que c'est aujourd'hui que débute à Tel Aviv le championnat d'Europe des nations en basketball, plus connu sous le nom d'Eurobasket. Israël ouvrira la compétition ce soir au stade de Yad Eliyahu face à l'Italie, un match qui promet. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.